Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Si magie et science se tiennent souvent en respect dans un rapport défiant, leur association peut faire merveille pour dénouer les intrigues les plus étonnantes et mystérieuses. À la manière du duo de Sherlock Holmes et du docteur Watson, Xavier Mauméjean réunit rien de moins que le célèbre magicien as de l'évasion en toutes circonstances Harry Houdini et le célèbre psychanalyste Sigmund Freud dans son nouveau roman intitulé « La Société des faux visages » et publié chez Alma Éditeur. Dans le New York de 1909, un milliardaire américain fait appel à ses deux talents pour retrouver son fils mystérieusement disparu et peut-être captif d'une structure diabolique. L'association de la magie, du mentalisme et de la psychanalyse parviendra-t-elle à résoudre l'énigme? Si Harry Houdini reste l'un des magiciens les plus célèbres au monde, peu de gens savent qu'une partie de son goût, certains de ses tours, jusqu'à son nom même, lui furent inspirés par le non moins célèbre magicien français Robert Houdin, dont le musée de la magie, situé au 11 rue Saint-Paul à Paris, rend très largement hommage. Installé depuis 1993 dans de magnifiques caves voûtées du XVIe siècle, au cœur du Marais, le musée de la magie et des automates présente une collection unique d'objets historiques liés à cet art séculaire qui n'a cessé de fasciner le public et doit tout à la passion de son créateur, Gérard Proust, mais aussi du producteur de cinéma, Christian Fechner. C'est dans cette atmosphère unique et mystérieuse que nous allons retrouver de ce pas notre invité, Xavier Mauméjean. Xavier Mauméjean, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de l'Essonne en auteur qui est installé dans un endroit extraordinaire, étonnant, à la fois ludique, passionnant, curieux, mystérieux, puisque nous sommes au musée de la magie à Paris. Et comme vous le savez, puisque alors, vous êtes devenu un amateur de l'émission, nos émissions ont une espèce de gimmick en leur début. Nous faisons toujours réagir notre invité en lui demandant son sentiment sur le lieu. En fait, je vais vous poser 3 questions. Je vais vous demander votre sentiment pur, vous-même, qu'est-ce que vous ressentez d'être dans ce musée de la magie. Évidemment, votre sentiment en tant qu'auteur de La Société des faux visages, puisque forcément, il y a un lien avec votre livre. Et puis, une dernière question qui serait un petit peu en quoi ce lieu est aussi illustratif de l'œuvre de Xavier Mauméjean qui a une certaine cohérence, une certaine unité. Alors d'abord, votre sentiment en tant que personne. Sur le lieu, il est étonnant parce qu'il est à la fois vénérable, hein, ses voûtes sont magnifiques, XVIe siècle, Tout à fait. Et il est inquiet, c'est-à-dire que contrairement aux musées d'œuvres dites d'art, qui ont tendance, quand elles sont très fortes, à se neutraliser entre elles, là on voit que chaque objet conserve sa vie, sa puissance. C'est un lieu paradoxal, j'aime beaucoup, évidemment. D'accord. Alors maintenant, en quoi il est quand même illustratif de votre roman La Société des faux visages? Là, il est en plein, c'est-à-dire que là, il suffit de tourner la tête vers la gauche et on voit Robert Houdin, qui était le mentor et le modèle, au départ au moins, d'Harry Houdini. L'un des héros de votre livre. Voilà. J'ai vu plus loin une cloche du Titanic ou une bonne part de la bonne haute société américaine. Finie, et précisément même new-yorkaise, ce qui nous renvoie au roman. Non, c'est un lieu qui est excellemment choisi. Et alors la dernière question, c'est que La Société des faux visages n'est pas du tout votre premier roman. Je crois que vous écrivez des romans depuis l'an 2000. Oui. C'est un chiffre prophétique, millénariste. Et il y a une cohérence dans votre œuvre. Vous avez écrit des romans qui peuvent se classer différemment, à la fois des romans fantastiques, n'est-ce pas, des romans policiers, des romans qu'on pourrait qualifier d'atmosphère. Et pourtant, il y a une espèce de cohérence dans votre œuvre qui est toujours un petit peu autour du bizarre, de la magie, de l'ésotérisme, du mentalisme. Donc du coup, qu'est-ce que ce lieu reflète aussi de votre œuvre en général, du projet que vous avez en tant qu'auteur, tout simplement? Le lieu reflète tout à fait ce que peut être mon intention d'auteur, parce que à chaque projet, c'est un peu comme, je me définis un peu comme un peintre. Il faut une palette, une telle gamme de couleurs, une approche particulière. D'où peut-être le fait que j'aille vers le roman policier, fantastique, ou la littérature générale d'ailleurs. Donc ça dépend du projet, mais c'est vrai qu'il y a une constante qui est ce que vous avez dit, le bizarre, la noblesse du bizarre,
l'ésotérisme, parce que pour moi, la foire, la magie est une espèce d'explication du monde, un symbole du monde originel, certes, mais qui est très très riche, et c'est vrai que j'y reviens. Mais c'est un peu médiéval d'ailleurs, ça, comme croyance, de la magie comme origine du monde. Enfin, ce sont des idées qu'on avait un petit peu aussi, qui n'étaient pas toujours à répandre, mais qui existaient beaucoup du temps du Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Pas de gothique aussi dans ce que vous faites ou... Ah oui, le Moyen-Âge et puis même la Renaissance, encore plus. Oui, parce que souvent, quand on ne trouvait pas une explication à un certain nombre de choses, bon, certains se tournaient vers la religion, mais la magie était un autre mode d'explication. Oui, mais qui est pas nécessairement ni passé ni faux. Regardez, par exemple, dans la magie de la Renaissance, on disait Voilà, qu'un objet pouvait provoquer la peine chez quelqu'un. C'était magique. Mais si vous ouvrez un tiroir et que vous tombez sur un objet qui vous rappelle quelqu'un que vous avez aimé mais qui n'est plus, vous allez être triste. Donc c'est une explication poétique de raisons qui sont parfaitement recevables. Hein. D'accord. Alors, il faut quand même un peu rentrer dans ce livre et il pose finalement deux écueils qui font tout le plaisir du lecteur et la difficulté de l'émission. Parce que, on va quand même dire que c'est une intrigue foisonnante, à rebondissement, et en même temps, on ne peut pas trop la raconter parce que il faut garder un nécessaire mystère pour le plaisir du lecteur. Alors, je vais me lancer dans l'exercice, mais comme vous êtes, je crois, aussi enseignant et professeur, ce sera vraiment sous votre direction, et si je commets des erreurs, eh bien, je veux bien être repris. Disons que l'action débute à New York, au début du XXe siècle, et on voit tout de suite apparaître comme personnage, un personnage qu'on vient d'évoquer, qui est le grand magicien, tout le monde le connaît, Houdini, qui avait peut-être comme spécialité dans la magie de s'évader. C'était vraiment son truc, savoir défaire des menottes, pouvoir s'extraire de pièges, de prisons, de caissons, enfin toutes sortes de choses. Et puis, tout va bien pour lui, jusqu'au moment où on le réquisitionne, ou quelqu'un de la haute société le réquisitionne, parce que le fils du milliardaire en question, on peut dire son nom, qui s'appelle M. Van der Graaf, Cyrus, a disparu dans des circonstances très bizarres et il laisse derrière lui une structure, quelque chose d'architectural, très difficile à déterminer, qui serait peut-être un peu comme un sarcophage, je ne sais pas dire, mais le secret de cette disparition, mais il faut aussi pénétrer cette sorte de pyramide avec tous les dangers qu'elle peut comporter. Et puis, comme on juge que peut-être il faut aborder cette enquête d'une manière différente, on va adjoindre à Houdini Freud. Alors là, du coup, vous avez un étonnant tandem entre d'un côté quelque chose qui fait toujours un peu sourire en même temps, qui est la magie, et une science naissante quand même à ce moment-là, qu'est la psychanalyse. Est-ce que j'ai bien résumé l'intrigue? Et ces deux-là vont devoir donc percer le mystère de qu'est devenu Stuart, le fils de Cyrus. Où est-il? Est-il dans la structure? Comment percer la structure? Est-elle dangereuse? Etc. Est-ce que ça résume bien l'intrigue? C'est très très bien, c'est exactement cela. Sachant que, comme souvent, j'aime bien partir d'un fond vrai, d'un fond authentique. Et ce qui a déclenché l'idée du roman, c'est la présence à New York en fin août, septembre 1909, d'Harry Houdini et de Sigmund Freud. Et ils avaient tellement en commun, ils sont tous deux juifs, originaires d'Europe, bien sûr, de l'Empire d'Autriche-Hongrie. De la Mitteleuropa en plus. Voilà. Ce qui renvoyait en plus à un de mes précédents romans sur Kafka à Paris. Donc ils ont été à New York pendant une semaine ensemble. Une communauté de culture d'origine. Tout à fait. Des difficultés parfois à l'assumer dans l'un et l'autre cas, hein, d'ailleurs. Et puis, le fait qu'ils étaient parfaitement complémentaires, l'un, vous l'avez très bien dit, Houdini est spécialiste de l'évasion. Il invente d'ailleurs cette science qu'il baptise l'escapologie, la science de l'évasion. Tout est dit dans le terme. Voilà. Donc lui s'échappe, tandis que Freud est un spécialiste de l'intrusion. Voilà. Bien sûr. Donc il me semblait complémentaire. Et dans ces couples, dans ces duos d'aventures comme peuvent être par exemple Sherlock Holmes et Watson, voire même Indiana Jones et son père. Alors moi j'ai plus pensé effectivement à Sherlock Holmes et Watson, mais on y viendra. Mais pour compléter ce que je disais en liminaire sur votre œuvre en général,
Comment classeriez-vous ce roman? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est un roman fantastique, tout est réalisable dedans. On ne peut pas vraiment dire que c'est un roman policier. La preuve, c'est qu'on ne fait pas appel. Il y a quand même un enquêteur, mais eux ne sont pas du tout enquêteurs et c'est bien eux qui mènent et qui dénouent la chose. Eux ne sont pas enquêteurs. Et si les gens s'attendent à une conclusion policière, c'est plutôt une non-conclusion policière. Et ça arrange bien tout le monde d'ailleurs. Les lecteurs comprendront pourquoi. Quel est le genre de ce livre? Roman d'atmosphère? Comment vous le qualifieriez? Ou vous ne le qualifiez pas? C'est un roman d'atmosphère parce que j'y tiens beaucoup. C'est supposant un gros travail de reconstitution de la ville, des mœurs, etc. Tout ça, on va l'aborder. Oui. Voilà. C'est d'abord et avant tout, non pas, comme vous l'avez dit très justement, un roman à enquête, ce qui n'est pas, mais un roman à énigme. Et je crois que ce qu'il y avait de commun à Houdini et Freud, c'est cet amour, cette intention de l'énigme qu'on trouve chez l'un et chez l'autre. Roman à énigme, ben ça c'est un très bon titre. En tous les cas, pour votre roman, c'est un très bon qualificatif. Si les lecteurs aiment les énigmes, en fait, l'action progresse d'énigme en énigme. On résout une partie, mais une autre se pose finalement. Et c'est un peu par cette espèce de tuilage qu'on avance dans le roman. Alors, autre chose qui m'a séduit, moi j'aime toujours les romanciers, les auteurs qui ont un projet d'ensemble. Et je crois que vous avez aussi un projet d'ensemble avec celui-ci parce que à la fin de votre livre, je ne dévoile rien, dans une sorte d'épilogue, vous révélez qu'il est comme la troisième partie d'une trilogie sur le visage de l'Amérique, sur l'âme américaine. Alors là, voulez-vous m'éclairer sur ce que vous avez voulu faire, ce que vous avez voulu démontrer? Qu'est-ce que c'est ce projet en fait? En fait, l'Amérique étant un pays, une nation jeune, je trouve qu'en tant qu'écrivain, c'est une aubaine parce qu'on peut s'intéresser à la naissance de la mythologie, de l'imaginaire américain, ce qu'on ne peut pas faire pour les pays européens ou qui sont tellement anciens, et en général les nations. L'Amérique est un pays jeune. C'est quand même un pays où Buffalo Bill a connu sa propre figure mythologique. Il vivait en même temps que le Buffalo Bill des romans. Et donc ce qui m'a intéressé en tant qu'auteur européen, parce que ça c'est très important, c'était pas de faire de l'américain, mais de m'intéresser à comment est né l'imaginaire américain. Par exemple, il y a des choses assez fascinantes. Walt Disney, pour réaliser Bambi, a quand même fait écorcher un faon pour étudier la musculature. Betty Boop a inventé les mérites de la chaise électrique. Et c'est ce mélange de candeur et d'ultra-violence, de cruauté, qui m'a toujours intéressé. Oui, je voudrais vraiment lire le dernier paragraphe parce que finalement de l'Amérique, puisque vous avez l'intention d'en donner une image, vous en donnez une image d'autant plus inquiétante qu'elle est souvent véhiculée par des choses très sympathique. C'est ça qui se double visage pour un peu jouer avec le titre. Voilà ce que vous dites, vraiment le dernier paragraphe. Je pense que l'imaginaire américain a façonné le XXe siècle et que sa monstrueuse parade, presque comme un oxymore, puisque monstrueuse et la parade étant quand même un divertissement, a encore de beaux jours devant elle, avec sa symphonie de couleurs et de bruit. Soyez-en sûrs, d'une manière ou d'une autre, on paiera pour voir. Finalement, vous êtes plus romancier ou moraliste alors ? Je pense que tout romancier a au moins une éthique, peut-être pas une morale, mais une éthique. Il y a une nécessité, une sincérité à interroger l'objet même de ces romans. Je pense que je n'ai pas de leçons à donner, j'ai peut-être des leçons à prendre. Je suis prêt à les recevoir en tant que spectateur. Oui, l'Amérique a encore des choses à nous dire. Il y a un étonnement de l'Amérique, mais je crois que tout le monde le sait jour par jour, tweet par tweet. Je pense qu'en ce moment, en plus, tweet par tweet, l'actualité vous donne largement raison. Alors, donc, comme on le disait, cette intrigue, elle est menée par deux personnages qui fonctionnent effectivement un peu comme un tandem à la Holmes et Watson. Est-ce que vous avez pris un plaisir particulier à animer de tels personnages? Parce que vraiment, faire penser, parler, agir Freud et Houdini, et tout ça en plus en symbiose, ça doit être jubilatoire au moment de l'écriture.
Quel plaisir vous avez pris à animer ces deux personnages? Il y a deux plaisirs. Le premier plaisir, c'est de les voir bouger ensemble. C'est un duo improbable en même temps. Voilà, il y en a un, c'est la pure énergie qui fait, bien sûr c'est Houdini, 8 heures de tout à fait, tout le temps en train de s'exercer. Tout le temps. Sur ce qu'il mange. Tout le temps, c'est une machine à tour de magie. Alors que Freud, lui, est tout autant de temps en train d'analyser tout le monde, enfin, on est toujours mal à l'aise devant Freud. Absolument. Quoi que vous fassiez est objet d'analyse. Donc, ce sont deux machines à réussir dans leur domaine, qui sont passionnantes à actionner. Puis aussi, l'autre plaisir important pour moi, c'est d'inventer le moins possible. C'est-à-dire que la plupart des lignes de dialogue qui leur sont attribuées sont vraies. Je me débrouille pour trouver, notamment chez Freud, des phrases qui, remises dans le contexte du roman, sont vraies. C'est-à-dire que c'est une fiction où vous essayez de coller au plus près de la réalité. Alors ce tandem est très drôle parce qu'effectivement il repose aussi, mais c'est très connu, c'est une recette même au cinéma, sur des natures complètement opposées. Oui. Autant l'un est, comme vous l'avez dit, expansif, avide d'explications, autant l'autre le met mal à l'aise. Et je me suis aussi posé la question du statut de ces personnages. Bon, le héros de roman, c'est toujours une question qui est en débat. Quand on commence votre roman, on a l'impression que le héros va être Houdini, d'abord parce qu'on le voit seul. Freud n'arrive pas dès le début du roman. Et comme vous dites, comme c'est un homme d'action, il semble tout de suite présenter les caractéristiques de ce qu'on appellerait vulgairement le héros. Et il gardera d'ailleurs plus ou moins ce caractère jusqu'à la fin de l'intrigue. Et puis quand Freud arrive, alors je trouve que jamais il ne prend le statut d'un héros parce qu'il est trop en infra, justement il n'agit pas assez, mais il finit par quand même dominer le héros parce que sitôt qu'il est à côté de lui, il bouleverse tout à fait les certitudes. L'autre n'est plus du tout le même, il n'est plus du tout sûr et surtout il y a eu une scène extraordinaire qui est redoutable, de psychanalyse sauvage au détour d'une conversation mondaine, sympathique. Je crois qu'il mange même des gâteaux, oui. Enfin, ça se passe à l'hôtel. Oui. On ne s'y attend pas. Et voilà que Freud, au détour d'un macaron, je ne sais plus quoi, et d'une tasse de thé, commence à lui dire en 2 secondes tout ce qu'il a pensé de lui. Vous avez aussi aimé recréer un petit peu le malaise que peut créer la psychanalyse? Oui, voilà, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était de bousculer l'âge d'or américain, celui justement des héros, etc. Et puisque Freud était aux États-Unis, il fallait prendre sa présence au sens littéral, il fallait interroger l'Amérique. C'est le regard européen sur l'Amérique. Exactement. Et puis en plus, vous parliez de morale d'écrivain tout à l'heure, et c'est vrai, en tant qu'auteur européen, je n'avais pas à singer un auteur américain. Il me fallait une distance, et justement, la présence de Freud permettait d'interroger l'Amérique. Oui, il y a une analyse de ce qu'est l'Amérique. Alors, ce qui est donc très réussi dans cette veine, c'est que, un petit peu comme dans tous les grands mythes américains, bon, Marilyn Monroe, quand on la regarde en photo ou dans des films, elle est toujours éblouissante, et quand on sait ce qu'a été réellement sa vie de A à Z, c'était une vie chaotique. Et Houdini, c'est un peu ça aussi. Oui. Comme homme de spectacle, c'est quelqu'un de très admiré, et pourtant c'est un homme qui est plein de failles. Est-ce que vous voulez un petit peu énoncer ce magicien, si sûr de lui, si confiant dans ses capacités physiques, quelles sont ses failles, ses secrets intimes un petit peu? En quoi c'est un homme plus complexe qu'il ne paraît? C'est un personnage extrêmement complexe. Ce qui le rend sympathique, c'est sa figure publique et sa générosité. C'était un homme très généreux, mais il y a des parts Son enfance, par exemple. Son enfance est terrible. C'est un enfant qui a fui, enfin qui est parti de la maison pour que ses parents puissent nourrir ses plus jeunes frères et sœurs. Ça ressemble au Petit Poucet, un petit peu. Il a fait partie des fameux gangs de New York. Un temps, il a été Montanlaire, c'est-à-dire un voleur qui grimpe. Battu par sa mère, ou en tous les cas, très peu aimé. Il avait un père extrêmement peu aimant, personnage rabbin, très froid, très sérieux, qui est arrivé en plus aux États-Unis dans un échec. Non, le changement d'identité, ça aussi. Le changement d'identité. Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, il s'appelle en réalité, quel était le vrai nom de Houdini? C'était Weiss, je crois. Eric Weiss. Eric Weiss, il ne s'appelait pas du tout Harry Houdini. Voilà, c'est-à-dire que l'illusion dépasse le jeu de scène. L'illusion, elle est consubstantielle d'Houdini.
Et puis vous abordez aussi une dimension qui est un peu évoquée dans ce musée, qui n'est pas très sympathique sur lui. Harry Houdini est venu à la magie en particulier par sa fascination pour, vous l'avez dit tout à l'heure, Robert Houdin. Oui. Et il est même allé jusqu'à Paris pour, non pas le rencontrer, parce que je pense que Robert Houdin était déjà mort quand il est arrivé à Paris, mais il a essayé de rencontrer sa veuve. Et il a eu un contact avec elle, et il a fait paraître un livre très peu sympathique, je crois que c'était Robert Houdin révélé, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien le titre. Et les gens, je crois, lui en ont voulu, parce qu'il a justement révélé des tours de magie de Robert Houdin, et il l'a aussi un peu réduit à pas grand-chose alors qu'il était l'objet de son admiration. C'est un homme qui n'est pas que sympathique quand même, Houdini. C'est un personnage qui est complexe et effectivement la veuve de Robert Houdin n'avait pas voulu le recevoir. En même temps, il est arrivé, je crois, à 3 h du matin. Au début, il avait jeté des pièces contre une fenêtre. Elle l'avait renvoyé, il l'a rencontré plus tard. Mais la première fois, je crois qu'il est arrivé très tard. Oui, la deuxième fois, il a fallu une lettre de recommandation de Méliès, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est pas un personnage qui est forcément sympathique. Il est extrêmement narcissique, il est arrogant. Et puis, concernant Robert Houdin, Freud dirait tout de suite qu'il a tué le père, symboliquement. Il s'est affirmé contre lui. Et c'est pour ça aussi que dans le roman, je voulais contrebalancer cette partie par quelqu'un qu'on a tort d'oublier, et qui est son épouse Bess, qui était une artiste remarquable et qui était un peu son qui le seconde un petit peu. Qui le seconde et qui le tempère aussi. C'est un personnage très intéressant. Elle-même catholique en rupture de famille puisqu'elle a épousé un juif. C'est une histoire d'amour et d'amitié aussi. Et je pense que toute cette exagération d'Houdini n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu le calme et l'amour de Bess. D'accord. Alors Freud, lui, apparaît paradoxalement ou très normalement beaucoup moins décrit psychologiquement. Il garde toujours un peu le surplomb du docteur Freud sur tous les événements qui arrivent. Et du coup, ce tandem représente l'association de magie et psychanalyse pour résoudre la chose qui est quand même la plus frappante, la plus originale dans le roman, ce mystère de la structure. C'est-à-dire que, donc, je l'ai bien dit, le fils de ce milliardaire, Stuart van der Graaf, a disparu et on pense qu'il se trouverait peut-être dans cette structure. Mais comment vous est venue l'idée de cette structure, quelqu'un qui disparaîtrait, qui laisserait derrière lui une structure mystérieuse? Il faut quand même aller chercher une idée pareille. Comment vous est venue cette idée? En fait, très simplement, parce que la structure reproduit grandeur nature le schéma que Freud avait lui-même dessiné des 3 parties de l'esprit: conscient, préconscient, inconscient. Voilà. Donc il faut le prendre au sens littéral, c'est ça. Et ça permettait aussi de rendre hommage à un genre du roman policier traditionnel que j'aime beaucoup, qui est le mystère en chambre close. Et là, c'était une triple chambre close. Je n'ai pas tout à l'heure cité ça, mais c'est vrai qu'une des choses qui se dégage de votre roman, c'est qu'il rappelle un petit peu l'atmosphère des romans de Gaston Leroux. J'ai trouvé ça aussi, souvent comme ça, cette atmosphère à la lisière du fantastique, mais qui n'en est pas tout à fait. L'époque aussi, c'est tout à fait l'époque des romans de Gaston Leroux. Est-ce que c'est un des hommes qui vous inspire, Gaston Leroux? Est-ce que c'est une œuvre que vous appréciez? J'ai beaucoup aimé Gaston Leroux. D'ailleurs, je compte peut-être travailler un jour sur le fantôme de l'opéra, parce que je pense que c'est un personnage qu'on connaît mal, qui est beaucoup plus que ce qu'il a été réduit. Puis de manière générale, oui, j'aime beaucoup aussi Eugène Sue. Enfin, il y a toute une part de l'imaginaire français qu'on a oublié, et c'est dommage, parce qu'on est un pays qui a su parfaitement faire des romans palpitants, ce qui est le cas du vôtre. Et c'est justement une des jubilations quand on vous lit, c'est que déjà votre roman raconte quelque chose. Vous usez du pouvoir suprême du romancier qui est d'inventer, d'être maître de la réalité, et tout ça pour conduire un mot qui apparaît parfois scandaleux, à une histoire. Or, un roman qui ne raconte pas une histoire, ça laisse quand même toujours un peu perplexe. Quel rapport entretiennent pour vous magie et psychanalyse en symbiose? Parce qu'on les dissocie souvent, on voit quelque chose de fantaisiste et quelque chose de plus inquiétant, intriguant, mais quel rapport entretiennent pour vous magie et psychanalyse? Alors, il y a un rapport évident qui est l'incompatibilité au départ. Justement, la psychanalyse se veut rationnelle, la magie ne l'est pas. Et puis d'un côté, quand on y réfléchit, on est quand même dans la magie d'illusion, autrement dit de technicien, c'est-à-dire de raison. Et la psychanalyse elle-même, elle a une part d'inconnu, d'irrationnel.
par définition. Donc en fait, elles sont comme une espèce de yin et yang l'une de l'autre, et d'où l'importance dans le roman-ci de Jung, pour qui justement magie et psychanalyse allaient très bien ensemble et qui permettent d'effectuer la synthèse. Ce sont des complémentaires. D'accord. Alors ce duo, il est réuni par la volonté de ce milliardaire, donc qui veut retrouver son fils. Et lui, il obéit à quelle motivation en voulant réunir Freud et Houdini pour résoudre ce mystère? C'est quoi ses idées à lui? Pourquoi est-ce qu'il les réunit tous les deux, ces personnages? Déjà, Freud lui est imposé par une mystérieuse lettre trouvée dans la structure, et Houdini il y pense tout simplement parce que pour ces gens de la très haute société new-yorkaise, c'est un prestataire de qualité. Ah oui, lui ne le voit pas plus que ça. Voilà, pas plus. Non, il va lui rendre service et puis ça ira. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, s'ils ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose à un moment donné, l'obtiennent. Mais par les moyens. Voilà, bien. Alors avant d'en revenir, parce qu'il y a une petite grosse dénonciation sociale, tout de même, on va évidemment aborder ça, on va s'intéresser au cadre spatio-temporel. Vous en parliez un petit peu. Bon, là, on est dans le New York de 1909. Ce roman fonctionne aussi presque comme une histoire, à un moment donné, de la création de New York. On est un petit peu à ce moment où New York change. Bon, tout le monde sait que New York est une ville qui a été très longtemps en bois, qui a ensuite brûlé, et on a pensé la reconstruire en pierre. Puis, sous l'influence, je crois, de Chicago, on a commencé à construire des buildings. Et ça aussi, votre roman le raconte. C'est même au cœur de l'intrigue. Un des buildings est au cœur de l'intrigue. Qu'est-ce que vous avez comme attachement à cette ville? Pourquoi le choix de cette ville de New York comme visage américain? C'est une ville auquel personnellement je suis très attaché. Dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais. J'y ai déjà consacré plusieurs textes, dont Lilliputian, qui recoupe en bien des points les problématiques de celui-ci. Je pense que c'est une ville qui est clairement américaine pour un Européen, mais qui est aussi clairement européenne pour un Américain. Tout à fait, voilà. Absolument. Et on s'y sent bien parce qu'on s'y fond tout de suite, et c'est une sorte de jam session architecturale. On y trouve encore des parts de la cité hollandaise qu'a pu être New York. On y trouve l'extrême modernité. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je suis très attaché. Alors, il y a ces caractéristiques qui sont sympathiques, qu'on peut toujours voir, mais finalement aussi, la New York que vous présentez, elle a, encore une fois, sans faire de jeu de mots par rapport au titre, des visages moins sympathiques. D'abord, on s'aperçoit que cette ville qu'on présente toujours, surtout au début du XXe siècle, comme un horizon pour beaucoup d'Européens qui fuient soit des problèmes sociaux, soit parfois des problèmes raciaux ou en tous les cas de persécution, c'est pas tellement mieux. Par exemple, une chose que vous montrez très bien dans ce livre, c'est un roman un peu, on va dire juif, mais qui présente quand même beaucoup de personnages juifs et qui ont un rapport avec cette origine sémite. Qu'est-ce que vous avez voulu dire de New York par rapport à cette question? Pourquoi vous avez abordé cette question? Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans? Parce qu'on imagine en général, New York, c'était la solution, au contraire, de tous ceux qui rencontraient des problèmes d'antisémitisme en Europe. Puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Ah, ça n'est pas du tout, non. Je cite notamment un panneau où il était indiqué interdit aux chiens, aux juifs, aux Irlandais aussi. Vous citez plein de choses. Voilà. Vous citez comment à l'université, par exemple, à Harvard, en plus, pas n'importe laquelle. Rien moins qu'Harvard. Voilà, dans l'espèce de dictionnaire des anciens élèves, dictionnaire des élèves, pas dictionnaire, mais l'annuaire des élèves. Ça, voilà. Quand il y avait un juif, en général, qu'est-ce qu'on faisait pour ne pas le citer explicitement? Je crois, on mettait sa photo, son prénom et 3 petits points. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans le roman où on voit. Mais même, par exemple, le journal du très progressiste Pulitzer, on demandait, sans exiger, mais enfin la demande était tellement appuyée aux journalistes juifs de prendre des noms anglo-saxons. L'annuaire de Harvard, vous le disiez, il y avait des feuilles détachables à pointillés. Voilà. Donc tout ça est fait... très à l'anglo-saxonne, oui, voilà, toujours avec des précautions. Beaucoup moins violentes que l'Autriche que connaît Freud à ce moment-là, qui elle aussi bien sûr a ses ennemis de cet ordre-là, mais qui sont violents. Là, c'est fait avec beaucoup plus d'hypocrisie, mais tout aussi efficacement.
C'est aussi un des sens du titre, la société des faux visages? Oui, bien sûr, Bon. oui, oui, oui. Alors, le sens même de l'expression, il est purement local, puisque c'est une tradition iroquoise, c'est-à-dire les premiers habitants de l'île, c'était une espèce de société de médecins, d'hommes médecines, ce qui est un clin d'œil à Freud aussi. Et puis oui, c'est aussi une référence littéraire à Edith Wharton, que j'aime beaucoup, Le temps de l'innocence, Absolument. le très beau film aussi de Scorsese, qui a fait aussi Les gangs de New York, c'est tous ces visages. Finalement, on de retrouve New York. voilà, toute cette cohérence dans votre roman. Alors, on vient de parler de l'antisémitisme, qui n'est pas sympathique, mais évidemment, la société des faux visages, c'est autre chose encore dans votre roman. Parce qu'il y a une peinture sociale. D'abord, il y a finalement deux mondes. On pourrait dire que Houdini d'un côté et Freud, bon, sans parler de leurs origines européennes, etc., ce sont pour la société new-yorkaise de petits bourgeois. Voilà. Oui. Freud, à un moment donné, se plaint d'avoir fait quand même le trajet en seconde classe. Kant, parce qu'il y a aussi Jung dans le livre, Oui. on en parle moins. Ils ont d'ailleurs des rapports un peu exécrables, c'est assez rigolo. Il ne joue pas un rôle déterminant, mais c'est assez amusant parce que il est un peu, c'est pas. Quand on voit les rapports de Freud et de Jung dans votre roman, ils servent un petit peu de décompression par rapport à toutes les anxiétés, les questions, le côté grave de l'enquête qu'est Oui. en train de mener Voilà. Freud Oui, avec oui, oui. Houdini. Et là, on tombe presque dans un petit rapport de couple scrogneux en fait. Hein. Ils ne Oui, s'entendent oui. pas tellement. Non. Et Freud, par exemple, n'a pas digéré d'avoir traversé l'Atlantique, lui en seconde classe, tandis que son ami a fréquenté des milliardaires, ce qui lui a Voilà. permis d'avoir une place en première. Voilà, oui, Et oui. on retrouve ce clivage social très marqué dans votre roman, puisqu'il donne même son titre en réalité, à savoir qu'il y a une peinture donc, de la haute société, les Van der Graaf, regardée, fréquentée par ces personnes, et c'est une image déplorable jusqu'au dénouement de l'intrigue, parce que qu'est-ce que c'est aussi la société des faux visages dans ce sens-là dans votre roman? C'est-à-dire quelle est la peinture sociale que vous avez voulu livrer de cette classe? J'ai été très étonné du retour de cette Amérique qui est précisément même de New York aujourd'hui avec... Bien sûr, on comprendra qu'il y a plein d'échos avec voilà. la situation actuelle. Bien sûr, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez à une certaine puissance qui est incontestable et qui est connue de tous, vous êtes délivré des lois que vous édictez vous-même en fait. C'est-à-dire que le seul rapport à la loi que vous avez, c'est celle que vous imposez. Voilà. Mais vous en êtes délivré. Par contre, il y a un interdit qui est le scandale, et ça, ce sont vos pairs qui le jugent. La pire des censures, c'est le regard de la haute société. Et ce qu'avait très bien montré déjà Edith Wharton dans Le temps de l'innocence, et qui est encore très vrai aujourd'hui. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que. Du moment que, voilà. Voilà. Oui, parce qu'on découvrira, alors on ne peut pas effleurer comment l'intrigue va se dénouer, mais elle ne sera pas à la gloire des commanditaires de l'enquête, ni peut-être de certaines prétendues victimes, et pourtant, on verra qu'il ne leur arrive absolument rien. Voilà. C'est un peu aussi une conclusion à la Gatsby, où les pires dans Gatsby le Magnifique, ce sont ceux qui arrivent toujours à glisser comme Voilà. ça, de balle en balle, alors qu'ils ont semé un désordre pas possible. Oui, oui. Et est-ce que justement, par cette peinture sociale d'époque, vous avez voulu dénoncer quelque chose de maintenant? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une critique du capitalisme sauvage, qu'il y avait une critique d'une certaine arrogance. On peut même faire des rapprochements avec un président qui tire aussi beaucoup de son assurance en ce moment aux États-Unis, de son argent, de la certitude qu'il a dans sa réussite sociale. Est-ce que ce roman, c'est aussi un roman à clé par rapport à ça, une dénonciation de cet ordre? Il est aussi, il est d'abord une déclaration d'amour au New York de l'époque, à ses personnages, à la magie. Il est d'abord cela, mais dès lors qu'il s'agissait d'une énigme et d'une résolution, il faut en accepter toutes les clés. Et je pense qu'il y a tellement d'analogies entre l'Amérique d'aujourd'hui et celle de 1909 qu'il aurait été vraiment dommage et creux pour le roman de ne pas l'évoquer. Bon, un roman qui a une dimension historique doit toujours pour vous conserver un lien avec la société de ses lecteurs? Il doit ne pas lui être totalement étranger, c'est-à-dire que s'il peut y avoir des analogies, il est intéressant de les pointer pour le lecteur.
on peut très bien réussir un roman sur l'âge de fer, à condition qu'il y ait quand même des... Il faut que ça continue à avoir un dialogue avec l'époque à laquelle on lit le livre, pour vous. Ça ne peut pas être de la pure évasion sans lien. Non, 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 il faut qu'il y ait des passions, ou des calculs, ou des raisonnements, ou des colères, ou des haines, ou des amours qui soient communs. Et alors, là, je vais vraiment m'intéresser cette fois-ci au travail de conception, parce que je vous dis, c'est quand même un roman, bon, ce que nous en disons, ce ne sont que quelques étapes, mais c'est vraiment foisonnant d'intrigue en intrigue. Combien de temps on met pour faire une telle œuvre? Comment germe dans votre esprit toute la structure? Parce qu'il y a presque une mise en abîme. La complexité de la structure à l'intérieur du livre, elle est aussi un peu la complexité de la structure du créateur, avec ses surprises, ses bonnes surprises, ses mauvaises surprises, etc. Comment vous avez réalisé ça? Combien de temps ça vous a mis? Comment vous avez décomposé tout ça? Comment vous avez composé tout ça? Comment on fait un travail pareil? C'est un travail de construction, c'est comme un... Est-ce que vous faites ça dans l'ordre, par exemple, chapitre par chapitre? Non, 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 pas du tout, non, non. Dans un premier temps, je fais un travail de documentation et je retiens et je disperse les éléments trouvés dans des chapitres. Je me dis, tiens, là, il serait intéressant d'en parler. Et puis, si j'en ai parlé dans ce chapitre, j'en parlerai 7 chapitres plus loin. Donc, c'est d'abord un travail de composition presque plastique. Mais par exemple, vous saviez tout de suite que vous vouliez travailler comme personnage Houdini et Freud. Oui. Donc, tout de suite, vous avez commencé à faire des recherches biographiques déjà sur eux. D'accord. Après, le cadre New York, obligatoirement. Voilà. D'accord. Oui. Et alors, l'idée de la structure, elle vous est venue comment? Comment cette idée de ce monument qui est là et qui serait peut-être la clé de l'énigme, ça vient comment? Par Freud lui-même, j'ai tout simplement pris au sens littéral, voilà, son schéma. En plus, comme à l'époque vivait, puisque c'en est le modèle Vanderbilt, un chevalier d'industrie avec acier. C'est le moment de tous les grands noms new-yorkais, voilà. Les Vanderbilt, les Astor, voilà, les Rockefeller, etc. Voilà, tout ça. Donc c'était l'endroit et le lieu parfait. Donc on avait la possibilité technique de créer la structure. On avait Freud et Houdini la même semaine. C'est ça en fait qui a été l'élément déclencheur. Et à partir vous avez trouvé une coïncidence extraordinaire, voilà, jamais exploitée. Jamais. Il n'y a rien qui atteste qu'ils se sont rencontrés, donc la liberté romanesque de l'imaginer. Et à partir de là, il fallait aussi trouver une histoire qui puisse les illustrer dans leur spécialité, magie et psychanalyse. Donc au service de quoi? Avec des contraintes littéraires, puisqu'on connaît un peu l'emploi du temps de Freud pendant cette semaine et de Jung. Donc je devais nouer mon intrigue autour des passages. Vous n'avez pas commis d'erreur par rapport à l'emploi du temps commis de Freud. Voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme choses qui sont connues de l'emploi du temps de Freud? Bon, on sait qu'il prépare en fait une conférence, mais qu'il va prononcer ailleurs, qui est, je ne sais plus dans quelle ville il doit prononcer ça, sa conférence. À l'université de Clare. Voilà. Bon, oui. Mais ça arrive à la fin de l'intrigue. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors avant d'aller prononcer cette conférence? Quelles étaient les étapes obligées de son emploi du temps? Alors, il n'a rien fait, puisqu'il n'a jamais rien écrit. D'accord, oui, et ce qui a quand même donné lieu aux 5 leçons de psychanalyse, qui est quand même... donc, il a improvisé. Un de ses chefs-d'œuvre initiaux. Oui, voilà. Et par contre, on sait qu'il a visité en compagnie de Jung, d'ailleurs, Coney Island, et justement, les parcs d'attractions. Autant on imagine Houdini dans le contexte de Spark, autant Freud, ça semble surréaliste d'imaginer Freud. Il a eu un malaise, il s'est évanoui, c'était trop, parce qu'il a dit cette très belle phrase, « J'ai l'impression d'avoir vu l'inconscient à ciel ouvert ». Alors que Jung, lui, a adoré, évidemment, connaissant le personnage et son attirance pour l'ésotérisme, etc. Freud ne s'est pas senti bien. Par exemple, il y a un rapprochement qui est fait étonnant, et un peu étonnant d'ailleurs dans votre roman, entre les... J'avais jamais pensé à voir ça comme ça, mais il paraît que les parcs d'attractions ont inspiré les camps de concentration. Absolument. Vous voulez expliquer ce rapport? Oui, qui est terrible. C'est une analyse glaçante d'un philosophe qui s'appelle Adorno, qui a montré que, par exemple, la gestion de foule, les effets produits, etc., viennent de la foire. Adorno qui pensait qu'on ne pouvait plus faire de poésie après la Seconde Guerre mondiale. Bon, je pense qu'il a eu raison dans ce domaine. Très bien. Vous nous avez un petit peu dit comment vous vous êtes organisé pour la composition foisonnante de ce roman. Mais moi, je suis encore plus curieux. J'aime toujours savoir quelles influences... Parce que l'art, c'est ça, rien de secret ex nihilo, on crée toujours par rapport à soi-même d'autres émotions, d'autres connaissances de l'art.
qu'est-ce qui vous a influencé comme œuvre existante pour faire ça? Je vais vous dire, moi par exemple, j'ai pensé à Hitchcock, je ne sais pas si ça vous a influencé. Quelles influences vous ont gagné pour faire ce roman? Alors, le Hitchcock, oui, bien sûr, tout à fait. Ce qu'on appelle aussi la littérature pulp, qui est un peu le feuilleton dans les années 30-40 aux États-Unis. Puis le très beau film d'Otto Preminger, Laura, l'importance. Jim Tierney, magnifique, voilà. d'accord. Oui, voilà. Très bien. Alors moi j'avais pensé, concernant le cinéma, à un film d'Hitchcock en particulier, concernant vraiment un aspect de l'intrigue, j'avais pensé à Vertigo, parce qu'on verra dans cette intrigue qu'il est aussi question de portrait, qu'il y a tout un enjeu autour de portraits de femmes, qui pourrait être la même et pas la même. On pourrait penser aussi à Verlaine. Est-ce que Vertigo est une référence qui vous a inspiré pour ce point-là précis du roman, un mystère autour de portraits de femmes qu'on va retrouver dans la structure, mais qu'on retrouve aussi chez Cyrus? Est-ce qu'il y a eu quelque chose autour de ça? Oui, précisément sur la double identité de la femme dans Vertigo. Oui, oui, qui est jouée par Kim Novak. La grande Kim Novak. Oui, bien oui. sûr. Écoutez, Xavier Mauméjean, nous vous remercions infiniment d'être venu sur le plateau de l'Essonne en auteur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Société des faux visages aux excellentes éditions Alma Éditeur. On peut rajouter une note personnelle que je ne rajoute pas toujours dans la conclusion. Nous avons adoré votre roman. C'est un roman jubilatoire. Si on aime les romans qui racontent quelque chose, qui ont des rebondissements, qui restituent des atmosphères, pour les gens qui aiment New York, pour les gens qui aiment Freud, enfin il y a 10 000 raisons d'aimer ce roman. C'est pourquoi nous vous avons invité et nous vous en remercions. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs, auxquels nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.